Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Laurent Vimont. Bonjour. Bonjour Olivier Marin. Vous êtes le président du réseau Century 21, l'un des principaux réseaux immobiliers de France, et vous publiez cette semaine le bilan et les perspectives du marché immobilier résidentiel dans l'ancien. Alors justement, côté bilan, diriez-vous tout d'abord que l'on est passé d'un marché de passion à un marché de raison ? C'est un très bon résumé puisque nous avons titré « Les vendeurs retrouvent raison ». Et ce qu'on a observé depuis un an maintenant, c'est que les vendeurs qui, pendant des années, étaient habitués à une hausse des prix, ont enfin intégré que les prix ne montaient plus en France et que quand on surestimait son bien, ce qui est parfois naturel parce qu'on ne vend pas son logement comme ça, on n'échange pas de la pierre contre du papier, on perd quelque chose, des souvenirs et on a tendance à les monnayer, et bien ces vendeurs ont intégré ce nouveau marché, qui est un marché un peu baissier, moins de 8% en 2014, intégré dans leur prix de mise en vente ces nouvelles conditions de marché, et ça a dégelé le marché et permis à des gens de réaliser une transaction. Donc on est sur un marché qui en termes de volume fera 720 000 transactions, c'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus un marché marasme, et la raison retrouvée des vendeurs a permis au marché de retrouver un peu de fluidité, principalement au 4e trimestre 2014 dans nos chiffres. Donc un marché en fait qui fait de la résistance, 720 000 ventes effectivement, c'est pas si mal. Alors il manque d'un côté les investisseurs essentiellement et les primo-accédants. Y a-t-il des signes en fait de retour notamment des investisseurs sur le marché? Alors non, malheureusement, et ça fait 2 ans qu'on alerte les pouvoirs publics sur les conséquences néfastes du projet Allure sur l'investissement locatif, parce que certains ont oublié que pour qu'un locataire puisse se loger, il lui faut un logement, et pour qu'il y ait un logement, il faut qu'il y ait un propriétaire derrière. Et l'ensemble des annonces qui avaient été faites à l'époque dans la volonté de réglementer les relations entre les parties, locataires-propriétaires, a inquiété les propriétaires investisseurs, et l'investissement, c'est une histoire de confiance. Et ce fil ténu a été rompu. J'espère qu'on réussira à le reconstruire, mais c'est plus long de le reconstruire que de le couper. Et en 2014, on a observé qu'il n'y avait pas de retour des investisseurs en France. On estime que depuis 2012, on a perdu environ 130 000 investisseurs dans l'ancien, dont je rappelle que quand ils achètent sans aucun avantage fiscal. Ils coûtent 0 à l'État, voire ils rapportent puisqu'ils payent un ensemble d'impôts sur le logement, les loyers, etc. Et puis sur les primo-accédants, je vais peut-être être un petit peu différent de mes petits camarades. On a observé en 2014 un retour important des gens de moins de 30 ans, qui sont principalement primo-accédants. Et ce, pour une raison, ce sont les conditions financières des crédits immobiliers qui sont aux alentours de 2,5% aujourd'hui. Avec une conséquence extrêmement importante. Quand vous prenez le prix de vente moyen d'un logement en France, que vous soustrayez à ce prix de vente moyen le montant qu'une banque vous consent comme crédit pour 1 000 € de mensualité, vous découvrez que la baisse des taux, elle impacte ce pouvoir d'achat immobilier. Je prends 2 exemples. Quand les taux sont à 5%, pour 1 000 € de mensualité, la banque vous prête environ 145 000 €. Pour cette même mensualité sur 20 ans, avec des taux à 2,5%, la banque vous prête 188 000 €, soit plus de 40 000 €. Et quand donc vous soustrayez le prix de vente moyen à ce montant de crédit, vous avez l'apport personnel nécessaire. Et dans notre observatoire, on observe que l'apport nécessaire aujourd'hui n'a jamais été aussi bas, ce qui permet à des jeunes acheteurs de venir à nouveau sur le marché. Au niveau des prix, est-ce que vous constatez en région des décrochages beaucoup plus importants que dans les métropoles dynamiques et de quel ordre à peu près? Alors ce qu'on a observé, c'est que c'est la première fois que toutes les régions sont baissières, sauf le Limousin qui augmente un petit peu, mais dont le prix mètre carré est à 1 200 €, donc 1 ou 2% de baisse ou de hausse, ça ne vient pas changer grand-chose. Toutes les régions sont baissières et toutes les régions qui ont baissé refont des volumes de vente. Ce qui me fait dire que dans un marché d'offre et de demande, il y a une loi universelle, qui est la loi de l'offre et de la demande, qui fait que mécaniquement le marché se régule et qu'aujourd'hui on est entré dans un tunnel qui fonctionne avec un plancher et un plafond, qui fait que dès que les prix touchent un plus haut, les volumes se grippent. Quand les volumes se grippent, les prix baissent. Dès que les prix baissent, les volumes repartent et les prix remontent. Et ainsi de suite. On est dans une espèce d'oscilloscope où en permanence, on a des micro-corrections sur le marché, une espèce de cocotte-minute qui purge quand il y a trop de pression sur le marché. La nouveauté, c'est qu'effectivement, les régions sont principalement baissières parce que l'équilibre offre-demande est bien plus respecté que dans les zones dites tendues ou hyper tendues, comme Paris Intramuros, dont les prix ont un peu monté en 2014. Y aura-t-il justement à Paris un impact de la mesure d'encadrement des loyers selon vous?
On le mesure au niveau de l'investissement locatif, avec une dégradation en 2014, c'est-à-dire que Paris, qui a été le lingot d'or de la pierre, est plombé par ces dispositions. Les investisseurs sont inquiets et aujourd'hui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Donc pour l'instant, on est sur un parc qui est extrêmement restreint, où il manque plusieurs dizaines de milliers de logements. La mairie de Paris a décidé en plus d'appauvrir ce parc en allant préempter des logements dans l'ancien, alors qu'elle n'en produit quasiment pas en logement neuf. Donc on est sur un marché de pénurie. Et dans un marché de pénurie, en général, les prix baissent rarement. En matière de mobilisation foncière, investissement locatif, prêt à taux zéro renforcé, est-ce que les mesures de relance du gouvernement pour tenter de relancer le logement vont dans le bon sens, selon vous? Mais le bon sens consisterait déjà à arrêter de changer les règles tous les 6 mois et avoir un peu de pérennité et de stabilité. Concernant le prêt à taux zéro, moi, j'ai jamais été un grand défenseur, considérant que ce prêt faisait monter les prix de façon artificielle quand il existait et puis baisser les prix quand on le retirait. Sur le reste, j'attends de voir ce qui va être mis en œuvre. On attend avec beaucoup d'impatience une mesure de simplification sur les promesses de vente d'appartements, dont je rappelle qu'elles ont eu un impact sur le marché, puisque dans un marché qui a fait un volume moins 3%, on va arrondir, les maisons sont en hausse, les appartements en forte baisse. Et ce pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, faire une promesse de vente pour un appartement, c'est un parcours du combattant, pour le client et pour l'agent. Il faut aller compiler un ensemble de pièces auprès du syndic, par exemple, pour que la promesse soit valide et valable et que les délais de rétractation courent. Donc toute cette disposition a impacté le marché et le Premier ministre Manuel Valls a annoncé au congrès de la FNAM qu'il allait apporter un ensemble d'outils permettant de simplifier les choses. Donc ça, c'est à suivre. Quelles sont les perspectives d'évolution du marché, selon vous, en matière de prix, de transactions pour l'année 2015? Si les taux restent bas, ce qui est probable, on pense que le marché va continuer à s'effriter sur les prix. C'est-à-dire qu'on aura des corrections qui seront très disparates d'une région à l'autre, dont la santé économique impactera d'ailleurs la hausse ou la baisse. C'est-à-dire que plus la région est en bonne santé, plus les prix restent stables, plus elle est en mauvaise santé, plus les prix baissent. Sur le reste, sur les volumes, à taux constant, on pense qu'on fera une année identique à 2014, 720 000 transactions, ce qui reste un chiffre tout à fait honorable. Pour terminer, quelques conseils pratiques. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut acheter ou vendre un bien immobilier? Mais quand on vend son logement, il faut réussir à sortir de la dimension irrationnelle liée au bonheur, au plaisir qu'on a à vivre dans le logement qu'on met en vente et à comprendre qu'il y a un prix de marché et que ce prix de marché n'est pas le prix des annonces immobilières. Donc faire appel à un professionnel qui doit vous délivrer une vision complète du marché, de ce qui a été vendu récemment, de ce qui est en vente, donc concurrent directement au vôtre, et puis de ce que les gens n'ont pas réussi à vendre. Et puis fixer une fourchette de prix pour que l'appartement partent dans les meilleures conditions. En tant qu'acheteur, la bonne nouvelle, c'est que d'abord les taux bas donnent du pouvoir d'achat et que deuxièmement, il y a du choix. Donc il faut ne pas se précipiter, comparer les offres entre elles, mais la clé de l'équation, c'est le passage du « je veux acheter » à « je peux acheter ». C'est-à-dire que les taux bas permettent aussi aux acheteurs de réaliser des projets un peu plus grands, parce que ça favorise l'enveloppe de financement, et donc on accède à un meilleur logement ou un plus grand logement. Dans tous les cas, prendre son temps, être organisé, visiter, et puis une fois qu'on a eu ce qu'on appelle le coup de cœur, ne pas hésiter à se lancer. Et côté professionnel, c'est encore apporter plus de services avec notamment une formation? Oui, je milite depuis maintenant 15 ans en France pour imposer une formation obligatoire à tous les négociateurs immobiliers français, considérant qu'on ne peut plus accepter dans un métier aussi impliquant, financièrement et affectivement pour les acquéreurs et les vendeurs, d'opposer à ses clients des négociateurs non formés. Et une des clés de l'évolution de l'image de la profession consisterait à imposer un savoir minimum juridique, fiscal, financier, permettant aux clients d'avoir accès à des gens compétents. Il y a un exemple marrant, c'est l'exemple de la machine à laver. Le vendeur Darty doit devenir un expert de la machine à laver parce que le client qui vient acheter en sait parfois plus que lui. C'est pareil pour l'immobilier. Donc cette formation initiale qui est prévue dans la loi Allure, obligatoire, et formation continue, est une des clés de l'évolution de l'image de la profession qui permettrait demain d'avoir des professionnels mieux formés, plus compétents, avec une meilleure image. Laurent Vimont, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo Explore Immo Le Figaro.